Cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, quand le président Trump a introduit ses tarifs l'an dernier, il y a beaucoup d'entreprises d'ici qui ont immédiatement compris le risque que les politiques américaines avaient sur notre économie. Ils ont pris ça au sérieux puis ils se sont mis au travail. Les Québécois aussi ont pris ça au sérieux. Ils ont voulu faire leur part individuellement, à leur façon. Ils ont pris la menace au sérieux et ils se sont mis au travail. Mais le gouvernement de la CAQ aussi avait un rôle à jouer. Offrir un contexte qui permet à nos entreprises d'être plus compétitives pour leur permettre de passer à travers. Mais la CAQ n'a pas pris ça au sérieux, Madame la Présidente. Au mieux, ils sont restés les bras croisés, puis au pire, ils ont fragilisé nos entreprises. Je vous rappelle, dans un grand élan de lucidité, le premier ministre avait commencé le débat en disant qu'il souhaitait que M. Trump recule. Tout de suite après, dans un grand élan de nationalisme économique, il a dit qu'il était prêt à sacrifier des grands pans de notre industrie comme la forêt, l'aluminium et l'aéronautique. Et il a terminé en disant qu'il nommerait un envoyé spécial aux États-Unis, mais dans un grand élan de caquisme, il a renié sa promesse. Voilà. Là, on est en guerre commerciale avec les États-Unis. Le Québec est beaucoup plus affecté que les autres provinces. Nos usines tournent au ralenti. Certaines de nos plus grandes sont carrément fermées. Les entreprises, elles avaient besoin de réponses immédiates du gouvernement. Elles avaient besoin de sentir qu'il y avait un sentiment d'urgence à la CAQ. Là, on est au bord de la récession. Il me semble que la chaise vide, ça va faire. La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Alors, effectivement, le secteur extérieur au Québec est affecté et c'est normal. C'est ici que nous avons les industries qui sont les plus touchées par les tarifs sectoriels qui ont été imposés par les États-Unis. Alors, lorsqu'on regarde l'ensemble de l'économie québécoise, et là, je vais utiliser les chiffres de la mise à jour, et bien sûr, au budget, ces chiffres-là seront mis à jour, mais le premier trimestre a été positif au Québec, le deuxième négatif, le troisième positif, et le quatrième pourrait être négatif. D'ailleurs, pour le Canada, on aura ce chiffre-là vendredi. Alors, dans l'ensemble, la prévision de 0,9 % qu'on a fait à la mise à jour de croissance, elle tient, mais c'est la somme de deux économies. Le secteur intérieur, consommation, investissement, dépenses gouvernementales, parce qu'on pousse les infrastructures, ça va très bien. 2,5 % de croissance, tandis que le secteur extérieur, lui, retranche 1,8 % parce que c'est ici que les tarifs font le plus mal. Terminant. Première complémentaire. Il n'y en a pas de problème, c'est juste le contexte, Madame la Présidente. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a un gouvernement qui est sans aucune vision claire au point de vue économique. On a un premier ministre qui nous dit « Moi, je suis un fier interventionniste ». Puis on a une aspirante première ministre qui a été sa ministre de l'Économie longtemps, qui dit qu'il faut réduire l'interventionnisme, arrêter d'être paternaliste. Pendant que les caquistes se demandent à quel point il faut renier l'héritage du premier ministre, là, nos entreprises essoufflent, puis il n'y a personne de l'autre bord qui est en train de faire le travail nécessaire. La réponse du ministre de l'Économie. Oui, merci, Madame la Présidente. Évidemment, même la semaine dernière, il y a eu des développements avec les annonces de M. Trump pour les tarifs réciproques. Les tarifs sectoriels demeurent en place et on est extrêmement actifs. Puis je rappellerai aux collègues que le bilan de la CAQ en économie est particulièrement fort. Le PIB par habitant, l'augmentation de la qualité de la vie, on est les premiers au Canada. Le revenu disponible par habitant est aussi le plus élevé au Canada. On a mis en place des programmes avec le Fonds de développement économique, avec Investissement Québec. Il y a un écosystème d'accompagnement, d'expertise et d'aide financière qui fait en sorte qu'on s'en sort très bien. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, si on veut parler du bilan de la CAQ, on n'a qu'à écouter la députée de Sanguinet. Parce que pendant des années, ce gouvernement-là a préféré les gros rubans, les grosses annonces, les grosses entreprises aux PME. Mais là, il s'en cache même plus que ça n'a pas marché. Je cite la députée de Sanguinet. On a manqué de prudence sur Nordvolt. On n'a pas été chercher les garanties suffisantes. On a mis à risque les deniers publics. C'est son plus grand regret, Madame la Présidente. Comment ils peuvent être fiers de leur bilan économique quand leur candidate à la chefferie fait tout pour s'en distancer?
Pas de commentaires après les questions. Je vous rappelle le décorum. Merci. La réponse du ministre responsable des Affaires internationales. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dirais à l'opposition officielle qui ont raté une bonne game. Pendant qu'eux, ils chassaient les brownies et les enquêtes internes au Parti libéral, nous, on était à l'international à tisser des liens et à signer des ententes avec nos partenaires partout dans le monde, Madame la Présidente. Jamais un gouvernement a été aussi actif à l'international pour essayer de solidifier nos chaînes d'approvisionnement. Et encore une fois, le Parti libéral pense qu'ils peuvent nous faire la leçon à ce sujet. Mais ils ont juste à regarder ce qu'on fait, Madame la Présidente, s'ils veulent une leçon sur comment gouverner. Je dirais à mon collègue de l'opposition que pendant qu'on signe des ententes de mémorandum, pendant qu'on sécurise les chaînes de valeur québécoises, pendant qu'on construit des nouveaux liens avec des partenaires plus fiables, nous, on est en avance partout où ce qu'on va. Alors, ce que je dirais, Madame la Présidente, c'est qu'on n'a pas de leçon à tirer du Parti libéral. Et troisième complémentaire. Madame la Présidente, il y a une personne qu'on devrait peut-être écouter, effectivement. C'est celle qui était ministre au ministre délégué de l'Économie, la députée de Sanguinet. Elle est lucide. Je la cite. L'écart de productivité qu'on a avec les États-Unis s'est agrandi dans les dernières années. Déjà, c'était pas chic, mais là, ça s'est agrandi. Le problème, c'est que quand elle dit ça, elle parle de son bilan à elle-même. Elle était ministre de l'Économie. C'est pas compliqué, Madame la Présidente. Ils ont fragilisé le Québec. Il n'y a plus personne qui pense que c'est le Parti de l'Économie. La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Bon, alors, voici les faits. Au niveau du PIB par habitant, le Québec surperforme. Au niveau du revenu réel disponible, le Québec surperforme. Au niveau des gestes qui ont été posés. Alors, les menaces tarifaires ont commencé au mois de février 2025. Et dans le budget de mars 2025, nous avions une décision à prendre. Quel est le geste que nous pouvions poser comme gouvernement pour soutenir l'économie au Québec, qui allait faire une différence? Et nous avons choisi d'augmenter les dépenses en infrastructure pour faire un investissement qui allait soutenir l'économie à court terme et à long terme. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Madame la Présidente. Alors, pendant que le gouvernement fédéral a nommé sa négociatrice en chef pour préparer la révision de l'ACM, le Québec, lui, n'a toujours aucun négociateur en chef. Nous demandons cette nomination depuis novembre 2024 et le PM le promet depuis ce temps. Les accords commerciaux modernes touchent directement nos compétences, notamment agriculture, marché public, reconnaissance des diplômes, mobilité de la main-d'œuvre, économie numérique. Dans un contexte d'instabilité économique où chaque province cherche à sécuriser ses secteurs stratégiques, le silence du gouvernement est inacceptable. Madame la Présidente, pourquoi le gouvernement refuse-t-il toujours un négociateur en chef comme il l'avait promis? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Il faut saluer la nomination par Ottawa de Madame Janice Charette comme responsable de la renégociation de l'ACM avec les États-Unis et le Mexique. Et on est en action pour aider les entreprises, les travailleurs, travailleuses à faire face à l'insécurité économique. Je reviens là-dessus. Plus de tarifs réciproques, invalidés par la Cour suprême des États-Unis, encore des tarifs sectoriels. Donc, ça passe par l'accompagnement, ça passe pas par des mesures mur à mur. Et on a des programmes, on a du soutien, on est présent dans tous les secteurs stratégiques, on est en communication avec nos collègues à Ottawa, on a des délégations générales aux États-Unis. Tout le monde travaille dans la même direction pour protéger les intérêts et les préoccupations de nos secteurs stratégiques au Québec. Première complémentaire. Alors, je reprends. Les États-Unis ont un négociateur en chef. Le Canada a une négociatrice en chef. Le Québec, non, c'est la chaise vide. Aujourd'hui, qui assure le leadership et la position québécoise sur l'aluminium, la gestion de l'offre et les marchés publics? Pourquoi on est obligé d'attendre encore? Est-ce qu'on doit attendre jusqu'au 13 avril pour un prochain premier ministre? La réponse du ministre des Relations internationales et de la francophonie.
Bien, Madame la Présidente, je comprends le rôle de l'opposition à vouloir questionner le gouvernement, mais honnêtement, dans ce dossier-là, il s'agit d'un dossier d'unité. On doit parler d'une voix. Bien sûr, le Québec doit avoir une place à la table, puis bien sûr, c'est ce qu'on revendique et c'est ce qu'on pousse à l'intérieur du gouvernement. Vous savez, Madame la Présidente... Article 32, je vous rappelle de garder le silence. Je vous prie, on a écouté la question avec attention. J'aimerais qu'on écoute la réponse. Merci. Faites bien, Madame la Présidente, parce que dans le fond, je fais un appel à l'unité et on voit ce que l'opposition officielle est capable de faire dans un contexte comme ça. Ce que je dirais, Madame la Présidente, c'est que c'est important de travailler ensemble. On va travailler pour avoir une place à la table. On est déjà à la table et on a plusieurs discussions en amont avec les gens du gouvernement fédéral pour essayer d'assurer les intérêts du Québec. Donc, Madame la Présidente, je comprends ce que la collègue demande. On travaille pour les réussir. Terminant. Je pense qu'on va le faire. Deuxième complémentaire. Je pense qu'effectivement, le ministre a des leçons à apprendre de notre formation parce que sous les premiers ministres Charest et Couillard, le Québec s'était doté de négociateurs en chef pour défendre nos intérêts lors des grandes négociations commerciales. Aujourd'hui, sous la CAQ, rien. Est-ce que le ministre reconnaît que cette absence de leadership affaiblit le rapport de force du Québec au sein de l'équipe canadienne et des États-Unis? Pourquoi n'avoir encore rien fait? La réponse du ministre. Madame la Présidente, de dire qu'on fait rien, c'est complètement de mal comprendre ce qui se passe. Vous savez, Madame la Présidente, on est dans des négociations délicates avec un voisin imprévisible. On ne peut pas s'improviser une tactique pour pouvoir essayer de faire atterrir des objectifs politiques. Nous, ce qu'on fait, Madame la Présidente, par l'entremise de nos délégations, on est sur le terrain, on parle avec les acteurs qui sont partout à l'international, on parle avec le gouvernement fédéral. Ils savent qu'on demande d'avoir une place à la table, c'est ce qu'on revendique. Alors, Madame la Présidente, la collègue nous apprend rien. On sait comment faire ça, on va essayer de le réussir, mais d'essayer de faire atterrir, d'essayer de s'improviser expert en relations internationales alors que la situation est très complexe. Question principale. Je reconnais le député de Marguerite-Bourgeoys. Nos PME ont besoin de prévisibilité. Les sondages le démontrent. Avec la CAQ, nos PME subissent de l'incertitude et un climat d'affaires qui se détériore. La CAQ, c'est le parti du gaspillage et de la décote. C'est aussi le parti qui aura ajouté 2,5 milliards en fardeau administratif additionnel par année à nos PME. Pire, la CAQ surtaxe nos PME par rapport au reste du Canada et la CAQ ne sait même pas comment défendre nos PME dans la renégociation de l'ACEUM. Dois-je rappeler qu'en février 2025, le premier ministre est allé offrir à rabais à Trump notre aéronautique, notre aluminium, nos forêts, avant même que les négociations commencent. C'est ça la CAQ, Madame la Présidente. C'est un parti de slogans vides. Le ministre de l'Économie, le premier ministre absent, ne pense aucunement à nos PME. La CAQ n'aura jamais été le parti de l'économie. La réponse du ministre délégué à l'économie des régions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La question du collègue me surprend, le ton également, parce que je travaille très bien avec la députée Jeanne Vigée sur le projet de loi 11, où on est extrêmement constructif. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'attendais à quelques félicitations. Je ne m'attendais pas vraiment, mais du moins qu'on le souligne, où aujourd'hui, on a annoncé des amendements fort importants en allègement réglementaire au projet de loi 11 pour justement l'environnement d'affaires des PME. D'ailleurs, Madame la Présidente, ça fait en sorte que c'est le projet de loi sur l'allègement réglementaire le plus costaud qui a été distribué, qui a été déposé par un gouvernement depuis des années au Québec, Madame la Présidente. D'ailleurs, aujourd'hui, on vient non seulement permettre les prêts-à-boire à base d'alcool dans les épiceries, on vient permettre aux coussins gonflables réutilisables pour l'industrie automobile non déployée de pouvoir être mis dans les véhicules. Ah, vous ridiculisez ça? Allez-vous... Attendez, Monsieur le ministre. Attendez, Monsieur le ministre. Je vous rappelle... L'article 32, vous devez garder le silence. J'aimerais entendre la réponse du ministre. Il lui reste du temps. Chut! Attendez. Monsieur le ministre, poursuivez.
Madame la Présidente, on avance dans le projet de loi 11, ça va bien avec les oppositions, on trouve des solutions, on fait de l'allègement réglementaire. Je sais que ça ne fait pas l'affaire des oppositions, mais on est en train de trouver des solutions avec l'ensemble des amendements que nous venons déposer. Pour l'industrie forestière, j'étais avec la députée de Robertval il n'y a pas tellement longtemps avec son industrie. On vient aujourd'hui de faire 2 annonces fort importantes pour réduire le coût de la fibre, pour aider les régions, aider les emplois. Je m'attendais à ce qu'il y ait un minimum d'appui du côté des oppositions pour saluer le leadership qu'on a pour les PME et les régions du Québec, Madame la Présidente. Article 32. Pas de bravo, vous le savez. Première complémentaire. 122 amendements, ça, c'est de l'improvisation, Madame la Présidente. L'industrie de la transformation de l'aluminium est à risque. Les tarifs rendent nos transformateurs non compétitifs sur le marché américain. Ça, c'est des PME en région, Madame la Présidente. On parle de milliers d'emplois à risque. La CAQ n'a pas de plan de match pour nos transformateurs, rien. Y a-t-il un leader à la CAQ qui comprend l'industrie de la transformation de l'aluminium? Y a-t-il quelqu'un qui comprend la game? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Bien, c'est certain qu'un tarif de 50 sur l'aluminium, ça fait aucun sens. Et c'est ce qu'on s'évertue de faire comprendre au gouvernement américain. Et d'ailleurs, qui a été le premier dirigeant d'entreprise aux États-Unis à critiquer la politique du président américain? Bien, le PDG d'Alcoa, parce que Alcoa a des opérations ici au Québec, exporte à Pittsburgh, transforme, vend partout dans le monde. Alors, il est impératif que ce tarif de 50 soit réduit. Et on sait que dans le premier mandat de ce président, c'était 25 qui avait été réduit à 10. Et là, le 50 doit être réduit impérativement. Deuxième complémentaire. De toute évidence, le ministre ne comprend pas l'industrie de la transformation qui, elle, est surtaxée. Évidemment, ça semble être confus pour le gouvernement. La CAQ, là, c'est la théorie de la chaise vide, incapable de voir les risques et les conséquences pour l'ensemble des régions du Québec, incapable de même mettre en place un principe d'avoir un négociateur en chef pour nous représenter à la table de négociation. La CAQ, là, eux autres, ils veulent être à la table. Non, ils sont sur l'assiette, Madame la Présidente. Ils sont pas bons. Alors, je vous invite à demeurer respectueux. La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On vous écoute, Monsieur le ministre. Chut. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, on collabore. Et le premier ministre du Québec a rencontré le nouvel ambassadeur du Canada aux États-Unis, M. Mark Wiseman, lui a fait part de nos préoccupations, de l'importance de négocier de façon globale. Et je rappellerai à notre collègue que le taux de succès des investissements provenant du Fonds de développement économique au-delà de 20 millions est de 41 en 2012 et 2018 et de 83 en 2019-2025. Fait qu'on n'a pas de leçon de taux de succès à recevoir. Et on est présent aussi dans toutes les régions du Québec. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Nelligan. Madame la Présidente, ce n'est pas uniquement en matière économique que ce gouvernement est complètement déconnecté de la réalité. En matière d'infrastructures hospitalières, c'est la décrépitude, Madame la Présidente. Le cas de HMR. Le legs caquiste se résume ainsi. Des chauves-souris, des rats, des fourmis, un toit qui coule. C'est ça le legs caquiste en matière d'infrastructures hospitalières. Et maintenant, Madame la Présidente, il rajoute un autre élément. L'optimisation. Ça veut dire quoi, l'optimisation? Des toilettes communes, des toilettes caquistes, des chambres partagées, des chambres communes, Madame la Présidente. Hier, j'ai rencontré la coalition HMR. Ils ont une seule question pour les caquistes. Oui ou non des toilettes partagées? Oui ou non, le projet HMR sera dans le prochain PQ. Monsieur le député de La Fontaine, je vous entends trop. La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, très contente d'avoir cette question de mon collègue député de Nelligan, avec qui on a eu des bonnes discussions la semaine dernière en commission en lien avec notre loi 19.
Le PQI, c'est important, Madame la Présidente. On est le gouvernement qui a le plus investi dans les infrastructures. Depuis notre arrivée en 2018, aucun gouvernement n'avait investi autant. Dans le PQI santé, là c'est important, santé, c'est 25 milliards sur 10 ans qui ont été provisionnés pour nos infrastructures. C'est une augmentation de 35 % seulement pour le PQI santé. Alors, Madame la Présidente, on n'a qu'à regarder l'état de nos grands centres universitaires au Québec, les CHUM, CUSUM, Institut de cardiologie, le CHU Mère-Enfant Sainte-Justine. On n'a qu'à regarder où on en est ici à Québec avec donc les grands projets d'infrastructure. On est en train de redresser la barre dans nos grandes infrastructures universitaires. Et maintenant, Madame la Présidente, on travaille sur nos centres hospitaliers dans toutes les régions du Québec, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, la réalité est la suivante. On impose des coupures un peu partout. La coalition aimerait savoir, est-ce qu'ils vont se ramasser avec des toilettes communes, des toilettes caquistes, des chambres communes, des chambres petites? C'est ça la question, Madame la Présidente. Est-ce qu'aujourd'hui, la coalition doit savoir, est-ce que dans le prochain PQU, HMR sera là? C'est ça la question, oui ou non? La réponse du ministre responsable des infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Aux collègues, la réponse, elle est simple. Est-ce que HMR va faire partie du prochain PQI? En fait, il y est déjà. Il y est déjà à travers l'enveloppe centrale en santé. Si les oppositions connaissaient minimalement le fonctionnement du PQI, elles sauraient que lorsqu'un projet est à plus d'1 milliard de dollars, il est provisionné graduellement. Donc, un provisionnement qui a été amorcé déjà pour HMR avec des travaux concrets qui sont déjà en réalisation. On a ri de la question du stationnement, mais pour faire un hôpital, il faut de l'espace. Et pour faire de l'espace, il faut justement relocaliser le stationnement, ce qui est en cours de route. Le prochain PQI apportera un certain nombre de... Deuxième complémentaire. Ah, Madame la Présidente, c'est le ministre lui-même qui impose moins 15 %. Voilà. Mais j'ai une question pour lui. Est-ce qu'il va confirmer aujourd'hui que ces efforts qu'il demande d'optimisation ne concernent pas les toilettes de HMR? La réponse doit être claire. Il parle du PQU, parle du stationnement. Ce que la coalition demande, c'est une inscription complète de HMR. Et s'il y a un lancement dans le prochain PQI. La réponse du ministre responsable des infrastructures. Est-ce que les efforts d'optimisation, c'est s'assurer de payer le bon coût pour la portée du projet que l'on souhaite se donner? Que les libéraux souhaitent dépenser sans égard au coût, ça ne me surprend pas. Mais pour ce qui est du gouvernement, c'est s'assurer qu'on aura la portée nécessaire pour un projet majeur et de payer le bon coût pour ce projet-là. Le prochain PQI sera présenté au cours des prochaines semaines. On aura un certain nombre de questions posées, mais je rassure les gens de Montréal et de l'ensemble du Québec qui s'inquiètent de la situation d'HMR. C'est un projet qui se provisionne bien et qui sera réalisé contrairement aux années libérales où aucune avancée s'est faite pour cet hôpital-là.